Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une analyse de vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc aujourd'hui on va faire ça. Avant comme d'habitude quelques mots à vous dire. Pour ceux qui veulent les PDF, il faut souscrire à l'abonnement payant sur la chaîne YouTube et ensuite me contacter sur Instagram. Et n'oubliez pas de me contacter sur Instagram, je leur dis à chaque fois mais il y en a vous me contactez pas. Ensuite, donc du coup mon Instagram je vous le mets juste là, ok. Voilà, comme ça, c'est bon. Et alors aujourd'hui, en fait, on va analyser, je vais analyser une vidéo où on a un influenceur musculation qui va consulter un chiro, alors c'est aux États-Unis a priori, et on va voir ce que le chiro lui propose et en quoi il y a des moments c'est problématique. Ok. Juste une chose, sur les réseaux, quand vous avez des personnes qui font des traitements ou même sur eux, que par exemple ils ont eu mal au dos, ils ont fait leur traitement et que ça va mieux, tout ça, prenez vraiment du recul par rapport à ça, dans le sens où peut-être qu'ils ont des choses à vous vendre, et donc faites attention à ça et on verra comment il y a plein de traitements en fait qui sont nuls, comment en fait ils peuvent donner l'illusion qu'ils marchent. En termes d'estimation de temps de la vidéo, vu que je dois regarder les parties de la vidéo plus analyser et qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pense que là ça va être 50-55 minutes, je pense vraiment que ça va être une longue vidéo. Euh, Ensuite j'avais fait un jeu sur Instagram, vous avez mis, alors bon là j'ai pas mis toutes les captures d'écran mais on s'était dit la personne qui s'en rapproche le plus, on lui fera gagner quelque chose. Alors j'ai aucune idée de ce qu'on fera gagner, mais si quelqu'un qui tombe juste, on fera gagner quelque chose, s'il y a personne qui tombe juste, bon on oublie cette histoire. Autre chose, la vidéo, comme je vous ai dit, elle se passe aux États-Unis, donc la personne, elle parle en anglais, mais tout est sous-titré en français. Mais la personne qui a sous-titré la vidéo, je pense qu'elle a voulu faire que ce soit plus compréhensible, ou plus simple, ou plus fluide, je sais pas. Il y a des moments, la traduction, c'est pas vraiment ce que le Kiro il dit. Et donc, moi, j'ai pris la traduction française, c'est la traduction française que j'analyse. Ok, je me suis dit, est-ce que j'analyse l'un ou l'autre? Finalement, c'est une vidéo qui s'adresse à un public francophone, donc on va partir sur le sous-titrage français de la vidéo à analyser. Ok? Je crois que j'avais que ça à vous dire avant de commencer, et puis on va commencer tout de suite. Alors on va commencer, premier extrait. I do a lot of fitness influencers, whatever it is. Wow. Bodies need work, and this is probably the easiest way to take care of the body. Donc en fait là il dit deux choses, la première partie on s'en fiche un petit peu mais il dit qu'il s'occupe de beaucoup d'influenceurs et de bodybuilders. C'est absolument pas un bon argument pour choisir un thérapeute, hein. Je connais ce qui se passe, ça peut être dans des clubs de sport ou dans des choses comme ça, c'est pas forcément là où les sportifs vont que c'est les meilleurs, ok? A rien à voir. Mais en fait, ce qu'il nous dit, c'est aussi que c'est donc ça c'est le patient, ça c'est le chiro. Donc il consulte le chiro. Et ce qu'il lui dit, lui, c'est qu'une des meilleures, un des moyens les plus simples, c'est ce qui est traduit en bas, de prendre soin de son corps, c'est de faire ça, donc de faire une séance de chiro. À quel moment c'est le moyen le plus simple? Enfin, en fait, là, pareil, c'est un argumentaire de vente, en fait. On veut juste nous vendre quelque chose. Ok? Bon, on va avancer parce que c'est pas le plus intéressant, mais j'aime pas du tout ce genre de pub. Après, c'est aux États-Unis, hein, donc c'est un petit peu différent. Quoique, il y a des chiros en France qui vous racontent n'importe quoi pour que vous allez les voir. Donc, on va aller ici. On the cartilage and the herniation itself that's been removed, but I'm going to try to help stretch and take pressure off of nerve structures, the joints in the back. And so... Alors là, c'est très intéressant parce qu'en fait, lui, il s'est fait opérer, a priori, de 2 hernies discales. Donc, il s'est fait retirer les hernies. Et ce que lui dit le chiro tout de suite, c'est on va retirer la pression sur le nerf. Mais en fait, à quel moment on sait que le problème, c'est la pression sur le nerf? Déjà, ça, c'est la première chose. Donc là, vous savez quelle diapo je vais sortir. Vous la connaissez, je la ressors à chaque fois que j'entends des trucs comme ça. C'est celle-là. Voilà. On peut avoir des problèmes de nerfs dus à une cause mécanique avec le disque, par exemple, qui va compresser le nerf. Ça va venir irriter les racines, et ça peut provoquer de la douleur, des pertes de fonction, donc ce qu'on appelle de la radiculopathie, au niveau du nerf. Mais on a aussi l'inflammation. En fait, si on a une inflammation au niveau du disque, ça peut toucher la racine, et on peut avoir aussi une radiculopathie, parce que, en gros, l'inflammation va attaquer le nerf, ok?
Et normalement, vraiment c'est... Voilà, donc en gros, donc les fuites de médiateurs chimiques ou de cytokines inflammatoires qui sont produits dans le disque douloureux, dans l'espace épidural à travers la déchirure annulaire, pourraient conduire à une lésion des racines nerveuses adjacentes et pourraient constituer le principal mécanisme pathophysiologique de la douleur irradiante de la jambe chez les patients souffrant de lombalgie discogène mais sans hernie discale. Voilà, donc en fait c'est toujours la même chose. Si on a une fissure dans le disque ici, l'inflammation peut toucher la racine et ça fait un problème de nerf mais sans compression. Ok ? Et je rappelle que la compression, elle n'est pas toujours douloureuse, ok? Compression n'est pas du tout égale à douleur, ok? Ici, puisqu'une hernie discale empiétant sur la racine nerveuse est indolore chez 70% des patients. Donc en fait, on pourrait se dire, limite, c'est peut-être plus l'inflammation qui va faire mal que la compression. Et on a des études d'imagerie qui nous montrent qu'on a des signes de compression des racines des nerfs rachidiens chez 4 à 17% des adultes sans antécédent de douleur. Ok, donc ça n'a rien à voir la compression et la douleur. Ça n'a rien à voir. Lui, son motif de consultation, c'est une douleur au dos. Partir sur le fait qu'il y a une compression alors qu'en plus il s'est fait opérer d'une hernie discale, c'est pas forcément une bonne chose. Et en fait, en quoi c'est mauvais de raisonner comme ça aussi? C'est qu'en fait, ça va limiter le champ des possibles. La personne, eh bien, si pour vous, le problème de votre patient, c'est une compression, bah, la solution, ça va être de retirer la compression. Si vous vous dites, c'est un problème de nerf, bah, déjà, ou enfin, peu importe, il faut faire un bilan de toute manière, de savoir comment va le système nerveux, mais en fait, vous dites, c'est un problème de nerf, et après, en fonction du problème de nerf, vous allez avoir tout un tas de stratégies à utiliser. Là, vous vous dites, c'est une compression, bah, donc, en fait, faut retirer cette compression. Donc on va avancer un tout petit peu. Alors en fait, on va analyser une partie relativement courte de la vidéo, mais c'est juste qu'à chaque fois, je vais avoir pas mal de choses à dire. Donc on va reprendre ici. The back. And so chiropractic, you've been to a chiropractor before, so we're going to do something fun, moving the joints around today. We'll see what manipulations we can do to that shoulder to not injure that tissue, but to make it sit in a... Voilà, il y a deux choses qui me posent problème, c'est que la première, dire qu'on est déjà allé chez un chiropracteur, donc là on va faire quelque chose de différent comme s'il fallait se démarquer. Si ce qu'il avait fait chez l'autre marchait, je vois pas pourquoi faudrait changer cette fois-ci. Bon ça c'est des détails, on s'en fiche. Mais par exemple, une manipulation vertébrale pour éviter les blessures ou pour prévenir les blessures, ça c'est une affirmation, pareil, sans preuve. Donc on affirme des trucs sans avoir besoin de rien prouver. Posture, and then we'll have some more fun with some... Et là, retrouver une posture normale, ça sous-entend qu'il y a une posture qui est pas normale, ok? Et donc faites attention aux mots que vous utilisez parce qu'ils peuvent avoir beaucoup plus d'impact que ce que vous pensez sur vos patients, ok? Donc on va... ici... Ah oui, ce que je voulais dire avant, en fait, quand le mec qui va consulter, il explique juste avant, je vous ai pas mis l'extrait parce qu'on s'en fiche, mais il a une douleur qui descend jusqu'en bas, donc peut-être de type sciatique, j'en sais rien, il faut tester pour savoir. Donc là, je vous ai mis des références pour savoir à peu près ce que c'est une douleur sciatique, parce que même des fois dans les études, c'est pas clair. Donc là, par exemple, vous avez un tableau, et à partir du moment où vous avez un total de 11 points, en gros, vous pouvez vous dire que le patient, il a une sciatique, ok? Donc, il a une douleur radiculaire dans une seule jambe, une élévation de la jambe tendue, positif à moins de 60 degrés, test positif au niveau du PKB, là, donc on met le nerf fémoral en tension, perte de réflexe au niveau, réflexe diminué au niveau de la cheville, des pertes de force unilatérales et des douleurs dans la jambe unilatérale. Voilà. Donc tout ça, si vous avez 11 sur 20, vous pouvez dire que votre patient il a une sciatique. Donc là, en gros, c'est pareil. Après, il y a d'autres études qui vous disent que c'est une douleur sous le genou, douleur à la jambe, pire que la douleur dans le dos, déficit neurologique, tension neurale positive. Voilà, donc ils mettent un peu on met un peu de tout en fait. Il y a du déficit neuro, il y a de la douleur du nerf. Enfin voilà, c'est un peu complexe. Juste qu'il faut faire attention, vous, chez vous, en cabinet, c'est bien différencier une douleur neuro d'une douleur vasculaire parce que ça se traite pas du tout pareil. Pour comprendre les bases en neuro, je vous ai mis cette vidéo-là ici. Donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez comprendre les bases de neurologie à connaître, si vous voulez prendre en charge des patients avec des douleurs et des problèmes de nerfs. Et d'ailleurs, si vous prenez des patients et que vous n'êtes pas très à l'aise avec les problèmes de nerfs parce que vous ne savez pas les identifier, vous ne savez pas quoi faire, déjà les identifier parce que là vous ne saurez pas forcément quoi faire, mais au moins vous saurez un petit peu plus les identifier, on va dire.
Ça, c'est ma formation, du coup, là, c'est mon petit moment de publicité. Et ensuite, je voulais vous parler de ça. Parce qu'en fait, chez les personnes qui ont de la douleur chronique au niveau du dos, hein, notamment, ce qu'on peut retrouver, en fait, c'est une neuroinflammation au niveau de la moelle ou des racines chez ces patients-là. Et donc, c'est important de se dire, en fait, on revient, vous vous rappelez tout à l'heure, hop, on avait dit inflammation et mécanique. Et en fait, on sait que chez les personnes qui ont de la douleur chronique, notamment radiculaire, donc ça pourrait être de la douleur radiculaire que le mec il a, vu qu'il a une douleur qui descend dans la jambe, mais ça se trouve, ça n'est absolument pas ça, hein. Mais moi, vous le dire, ça me permet d'apporter cette diapo-là. Donc on a en fait une neuroinflammation spinale chez les patients qui souffrent de douleurs radiculaires chroniques. Alors il faut juste faire attention, parce que dans cette étude-là, il y a des moments où il parle de radiculopathie et douleur radiculaire comme si les deux termes étaient interchangeables. Je rappelle que les deux termes ne signifient absolument pas la même chose. Les deux n'ont rien à voir. La douleur radiculaire, c'est par rapport à une douleur qui a un certain type, on va dire, que je vous ai mis ici. Voilà, donc ça peut brûler, nanani, nanana, électrique, tout ça. Et la radiculopathie, ça n'a rien à voir avec la douleur, c'est juste est-ce que le nerf, il est malade, est-ce qu'il perd de la fonction ou pas? Est-ce qu'il marche moins bien? Donc on peut avoir de la douleur radiculaire sans radiculopathie, on peut avoir une radiculopathie sans douleur radiculaire. On a vu que les radiculopathies, enfin voilà, pas forcément de douleur, et on peut avoir les deux en même temps. Et puis on ne peut pas avoir ni l'un ni l'autre. Mais tout est possible. Et donc en fait, ça confirme le rôle de l'immunoactivation des racines nerveuses, ainsi que de l'activation des cellules gliales dans le système nerveux central, en tant qu'élément clé de la physiopathologie de la douleur radiculaire chronique. Ok. Et en gros, ce qu'on sait, c'est que en fait, si vous avez de l'inflammation locale, vous pouvez avoir une inflammation aussi qui va remonter le long des nerfs pour toucher le ganglion de la racine dorsale, et ensuite ça peut aller dans la moelle, ça peut même aller au niveau du cerveau. Donc en fait, cette neuroinflammation, elle peut toucher tout le système nerveux, en fait. Il n'y a pas juste un endroit local, ok? Je voulais revenir sur ça pour la posture, c'est pareil, hein. En fait, il y a beaucoup de diapos. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment maintenant, vous allez reconnaître pas mal de diapos. En fait, j'ai l'impression que le Kiro, il a vu mes vidéos et il s'est dit, je vais dire tout le contraire de ce que ce mec il dit. Bien évidemment, c'est absolument pas ça qui s'est passé, mais en fait, tout ce qu'il dit, j'avais déjà quasiment parlé sur le sujet. Donc la posture, en fait, il n'y a pas de lien entre la mauvaise posture et les douleurs, ça, faut arrêter avec ça. Pour autant, est-ce qu'on s'en fiche de la posture? Dans tous les cas, non. Non. Et du coup, je vous ai mis des exemples dans cette vidéo-là. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour comprendre à quel moment on peut faire attention à la posture. Ok? Ah oui, donc du coup, on va voir ce qu'il dit. Fascial, some shockwave lasers, magnets, and radio frequency machines, which are all different and new to this office for the most part, to see how we can make that shoulder feel better, that low back move better, and you to heal in a natural position, okay? Perfect. Voilà, retrouver une position naturelle, c'est des termes que j'aime pas du tout, parce que ça sous-entend en fait qu'il y a une position qui n'est pas naturelle. Alors c'est quoi la position naturelle? C'est quoi la position pas naturelle? Est-ce que cette position pas naturelle, elle est mauvaise ou pas? Enfin, faut faire attention. Bon là du coup c'est aux États-Unis, mais nous en France, on va dire, on essaye de faire quand même attention aux mots qu'on utilise, parce que voilà, on parle de santé, ok? Et quand vous utilisez des mots éclatés, et ben vous pouvez faire peur aux gens. Donc là on va reprendre ici. Sounds good. Do you have any issues when you move your neck around? Particularly, not really? I don't think so, no. With your shoulders, bringing them up and back, do you have any limitations, stresses, or pains? Give yourself a small hug here. Rotational movements, any rotator cuff trouble? Donc là, c'est un bilan qu'il fait. This one, when I do that, it's a little bit painful. So down on the top, right? Yeah. The bicipital tendon is that front voilà, spot ça, here, and so naturally front are going to be in... Ça, c'est extraordinaire. Donc en fait, juste pour finir sur la posture, et après on va revenir sur ce qu'il a fait là, j'espère que vous avez bien suivi, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Pour parler de bonne posture, parce que tout à l'heure, il a montré comme quelque chose où on vient s'ouvrir et tout ça. Et en fait, mais est-ce qu'il y a un lien entre la longueur des muscles, par exemple, et les douleurs d'épaule? Bah en fait, de ce que j'ai recherché, non. C'est vrai qu'en kiné, à l'école, en tout cas moi quand j'étais en IFMK, ça on en parlait, ou des choses comme ça, des trucs d'une débilité. C'est faible ici,
c'est raide ici, donc là où c'est raide, faut étirer, là où c'est faible, faut renforcer. N'importe quoi. Bon, en gros, j'ai trouvé des études sur l'élévateur de la scapula qui nous dit que on n'a aucune différence n'a été constatée dans la longueur du muscle. Alors attendez. Ah voilà, ouais, ça concerne les deux ici. Aucune différence n'a été constatée dans la longueur du muscle petit pectoral ou du muscle élévateur de la scapula dans tous les groupes. Donc ça, c'est cette étude-là où il y avait les deux muscles. Et là, c'est juste sur le petit pectoral où on nous dit la longueur du petit pectoral est mal associée à la distance acromio-humérale ainsi qu'à la douleur et à la mobilité de l'épaule chez les personnes souffrant de douleurs chroniques à l'épaule. Donc les personnes qui vous disent ah oui mais vous êtes comme ça nanana, faut étirer ce muscle-là ou renforcer dans l'autre sens ou c'est parce que vous avez des muscles raccourcis que bah en fait en tout cas petit pectoral élévateur de la scapula a priori bah pas vraiment, il n'y a pas de rapport. Ensuite, comme je vous disais, hein, les kinésithérapeutes ont soutenu qu'un déséquilibre de l'activité musculaire, ça pouvait entraîner... Alors là, c'est des études sur le syndrome du conflit sous-acromial. Donc, ça, en gros, ça pourrait engendrer des problèmes d'épaule. Mais en fait, on n'a pas de preuves. Ok, on n'a pas de preuve qu'il y a une bonne posture pour la tête, du cou, du thorax, l'existence d'une position idéale, qui pourrait faire penser à tout à l'heure le discours de la position naturelle. On n'a pas. Après, tout ce qui est ces histoires de mouvements de l'omoplate incontrôlés, pareil, pas énormément de preuves. Alors, pour les mouvements, les dyskinésies de l'omoplate, c'est un sujet à part entière. On va dire que dans la majorité des cas, on s'en fiche, sauf quand on s'en fiche pas. J'irai pas plus loin. Et les changements de tension musculaire modifient la position de l'omoplate de manière cohérente et entraînent d'une manière significative un effet néfaste sur les mouvements, nanana. Bon, en gros, voilà, donc tout ce qui est la posture, les muscles qui sont raides, les muscles qui sont tendus, et on va étirer ça, étirer ci, étirer ça, en fait, ça n'a pas de sens. On n'a pas de preuves, donc pourquoi s'attarder sur ça? On a des choses, peut-être que... Et même si... En fait, admettons que ça joue. Vu qu'on n'a pas vraiment de preuves que ça joue, autant se concentrer sur les trucs où on sait, et après, si ça marche pas, on testera autre chose, j'ai envie de dire, mais on se jette pas sur les premiers trucs, en premier, sur des trucs qui n'ont zéro preuve. Voilà. Et donc, vous avez vu son bilan. Alors, le bilan, il a bougé un peu le cou, il a bougé un peu les épaules. Alors, j'espère que pour la vidéo, du coup, ils se sont dit, bon, on va pas faire un bilan complet, ça risque d'être un peu pénible, parce que ça se fait pas du tout comme ça, un bilan. Mais après, ce qui est intéressant, c'est comment à la vitesse à laquelle il s'est jeté sur le tendon du long biceps. Ok? Et donc, on va parler de tout ça. Donc, la première chose à faire, quand vous avez un patient qui vient pour des douleurs d'épaule, bah, faut faire... En fait, on suit tout simplement ici. Donc, les drapeaux rouges. Est-ce que mon patient qui a mal à l'épaule, est-ce que c'est une douleur d'épaule pour moi ou est-ce que c'est pas une douleur d'épaule pour moi? Donc première chose, on a les tumeurs. Alors, enfin, la première chose, vous faites dans le sens que vous voulez, hein, vous pouvez commencer par le vasculaire, enfin on s'en fiche. Donc ce qui revient le plus souvent, c'est l'ostéosarcome, mais dans cette étude-là, la première, ils vous mettent plein de causes différentes. Au niveau vasculaire, ça peut être des problèmes d'artères, ça peut être des problèmes de veines, donc on peut avoir une nécrose de la tête humérale, on peut avoir une thrombose dans une veine, de thrombose veineuse profonde, on peut avoir un trauma, et donc le trauma, qu'est-ce que ça peut causer? Ça peut causer une fracture, ça peut causer une luxation, ça peut causer une rupture de coiffe, donc il faut savoir, est-ce qu'on a quelque chose comme ça? Sachant que quand on a une luxation, on peut avoir derrière des lésions associées, je vous ai mis ça ici, donc en gros lésions associées, des lésions osseuses, on peut avoir des ruptures de coiffe, même juste partielles, mais on peut avoir des lésions de coiffe, on peut avoir des problèmes neuro, avec par exemple nerf axillaire qui peut être touché, donc il faut savoir, on a l'infection, on a de l'inflammation, ok, avec ce qu'on appelle les PPR, donc c'est pseudo-polyarthrite rhizomélique, neurologique, donc après ça peut être donc un problème neuro, par exemple, comme on a dit, luxation antérieure, ça abîme le nerf axillaire, problème, ou alors un problème qui vient du rachis cervical et qui donne des problèmes d'épaule. Et autres, alors là, en fait, ça peut être aussi je vous ai mis ça en fait, ça peut être des problèmes viscéraux qui donnent des douleurs d'épaule. Donc là, on se calme les ostéos, ok? Je parle pas d'un foie qui, au lieu de bouger comme ça, il bouge comme ça et vous allez le refaire bouger comme ça et ça va soigner son épaule. Rien à voir, là, c'est de la vraie médecine. Donc, gardez vos mains dans vos poches, ok? Et ensuite, une fois que on a classé l'épaule de notre patient dans la catégorie musculo-squelettique, quelle pathologie musculo-squelettique? Une douleur d'épaule, ça peut être une douleur liée à la coiffe, ok? Ça peut être une épaule raide. Dans l'épaule raide, on a plusieurs choses. Très simple, on peut avoir une capsule rétractile et de l'arthrose.
Les deux ne vont pas se traiter pareil dans la même catégorie. Et on ne traite pas une capsulite comme on traite une douleur de coiffe. On peut avoir de l'instabilité. Elle peut être antérieure, elle peut être postérieure, elle peut être, j'ai mis multiple, mais le terme, je crois que c'est multidirectionnel. On peut avoir une implication du rachis cervical. Le mec, il a mal à l'épaule, et en fait, quand on fait des mouvements répétés du rachis, ça va mieux, ok? Et juste pour, je voulais vous montrer ça, donc en fait là c'est une carte des mécanorécepteurs et des nocicepteurs au niveau de l'épaule, et ce qu'on voit c'est que au niveau de la bourse et au niveau du tendon du chef long du biceps et du ligament transverse ici, en fait on voit que c'est tout rouge, donc il y a des nocicepteurs. Donc peut-être qu'en fait s'il y a quelque chose, il y a de l'inflammation dans votre épaule, bah s'il y a beaucoup de nocicepteurs ici, peut-être que ça va, il y a plus de chances, de risque, on va dire, que ça déclenche des douleurs ici. Mais ça ne veut absolument pas dire que le tendon, il est touché. Et en fait, juste pour vous dire, c'est comme tout à l'heure, vous vous dites, ah, s'il y a de la pression sur le nerf, bah faut retirer la pression. Là, si vous vous dites c'est le chef long du biceps, bah vous allez traiter forcément le chef long du biceps. Donc en fait, vous voyez aussi quand vous faites une espèce de diagnostic, en fait, ça induit le traitement. S'il y a un blocage vertébral, bah il va falloir débloquer. Si il y a une jambe trop courte, il va falloir la rallonger. Ou s'il y a une jambe trop longue, la raccourcir. Bon, ça c'est un peu plus compliqué. Des choses comme ça. Et je voulais juste vous montrer, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le chef long du biceps, parce que même dans le domaine de la musculation, une douleur antérieure d'épaule, c'est un problème de long biceps. C'est nul de penser ça comme ça. Donc là, je vous ai mis chez des personnes... Donc en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a une association entre l'atteinte du long biceps et la taille des lésions de la coiffe, ok? Donc il y a une association entre les deux. Ici, chez les gens qui ont mal à l'épaule, on voit que, ok, il y a des pathologies du long biceps, mais elles sont loin derrière quand même les pathologies de la bourse et du tendon du supraépineux. Ici, bon alors là c'est chez des personnes asymptomatiques mais qui font de la muscu, grosso modo, bah pareil, c'est pas un truc de ouf, hein, le long biceps il est pas non plus atteint tout le temps. Et là, donc là c'est donc pareil dans le journal MDPI, maintenant il est dans la catégorie des journaux des revues prédatrices. Mais pareil, en fait on retrouve quelque chose proche de zéro. Alors c'est pareil, c'est chez des asymptomatiques. Mais voilà, en gros, c'est pas une atteinte qu'on a hyper souvent. Et en gros, on arrive à cette diapo. Patient qui vient, qui a une douleur antérieure d'épaule, oui, c'est votre long biceps. Douleur du face latérale du genou, c'est un syndrome de l'essuie-glace. Douleur au talon, fascia aplatie. Ou épine calcanéenne, encore pire. Douleur au dos, hernie discale. C'est le niveau 0, je vais répéter, hein, c'est le niveau 0 du raisonnement clinique. Vraiment, on peut pas faire pire que ça. Ok? C'est vraiment nul. Donc, faites des bilans et essayez de trouver un petit peu ce que la personne elle a. Ok? Donc, si vous faites ça comme ça, en fait, soit vous êtes un voyant, et soit vous êtes un clown, soit vous êtes les deux en même temps. Donc là, on va reprendre, hop, on va avancer un tout petit peu. Parce qu'en fait, là, il explique le tendon du long biceps, bah, quand on fait des élévations frontales, ça augmente l'inflammation, c'est pas bon. Bon, vous avez compris, c'est n'importe quoi. Stop benching or you stop having these abilities, let alone shoulders rounding forward. Opening it up is very valuable. So joint position is one thing just as much as reducing the tension and stress. Voilà, donc remettre l'articulation en place, c'est pareil, ça n'a pas de sens. Et je voulais juste dire un truc, il faut faire attention, toujours pas. Alors c'est pas tout à fait ce que le mec dit, mais pas pareil, j'ai dit, je prenais comme référence ce qui était traduit en français en dessous. Je considère que c'est une vidéo qui s'adresse à un public francophone, donc je prends ce qui est écrit en français. Donc bon là il parle pour l'épaule, mais juste pour revenir, parce que sur la manipulation vertébrale, faites attention à ce que vous dites aux patients. Et parce qu'en fait, en gros, quand on manipule des personnes et qu'il y a un crack, les patients ils pensent dans 49% des cas que le crack c'est dû à un repositionnement des vertèbres. Donc c'est une personne sur deux. 23% pensent que c'est de la friction entre deux vertèbres, et 9% seulement, ils disent qu'en gros, bah, y a une histoire de gaz dans l'histoire, et voilà, qu'il n'y a rien qui bouge, en fait. Donc ça fait quand même 1 sur 2 qui pense qu'on repositionne les vertèbres, donc ça veut dire que si on repositionne, ça veut dire que la vertèbre a été déplacée, ok? Et il n'y avait aucune différence qui avait été constatée entre les groupes qui avaient été manipulés ou pas. Donc ça veut dire que des personnes, elles se sont faites manipuler, elles ont entendu le bruit, pour eux on a remis une vertèbre en place, et le praticien n'a pas dit non. Alors là, ce que vous avez entendu comme bruit, est-ce que vous savez, vous pouvez demander au patient, est-ce que vous savez à quoi ça correspond ce bruit? Le patient il vous dit oui, c'est ça, nanana, et vous lui dire oui, c'est ça, et s'il se trompe, bah, vous dites non, c'est pas ça, et s'il sait pas, vous lui expliquez. Ah bah en fait, c'est vous lui expliquez une histoire de gaz, après, en fait, vous lui racontez comme vous lui expliquez comme vous voulez, mais il faut juste qu'il comprenne que c'est pas une vertèbre qui est replacée, et que y a rien de grave derrière tout ça, ok? Ça, c'est vraiment une chose importante.
Et en plus de ça, je rappelle que le craquement c'est une option, hein, mais il est considéré à tort comme le signe d'une manipulation vertébrale réussie par 40% bon, des participants dans l'étude. Voilà. Et en fait, le fait qu'il y ait un son ou pas, bon, ça n'a pas vraiment d'impact sur les effets. En gros, on s'en fiche un petit peu que ça craque ou pas. Et je vous ai mis cette vidéo là, si vous voulez tout comprendre sur la manipulation vertébrale, il y a de l'histoire, il y a justement ces histoires de... Bon, il n'y a pas besoin d'être spécifique et tout ça. Franchement, regardez-la. Et le but, c'est de déculpabiliser un petit peu aussi la manipulation. Parce que sur les réseaux, on voit des mecs qui font des trucs, nanani nanana. Ça positionne la tête comme ça pour faire tourner le sacrum dans l'autre sens. Là, ça fait ressortir le... Ça comble le sulcus. Donc là, on va pousser dans cette... Ouais, alors c'est beaucoup de trucs compliqués. Au final, dans cette étude, on voit, enfin dans cette vidéo, il y a des études qui nous montrent qu'en fait, c'est pas forcément ceux qui sont spécialisés qui ont des meilleurs résultats. Et finalement, peu importe ce qu'on fait, tant qu'on met les mains et qu'il y a un peu de mouvement, ça marche pas trop mal. Ok? Donc, calm down sur les manipulations. Ensuite, on avance un peu. Hop, je sais plus ce qu'il va dire là. Right around here. So was it L5S1 discectomy that they did? Yeah, The both. hernia. So it's basically the bottom one. So you had two of them, right? Two levels. So yeah, these two levels. So providing that space and opening it up will take that pressure away from the, Ah oui, the bah on revient nerve, sur la pression which is binaire, what's causing the pain. qui est la raison de ta douleur. Ça, c'est incroyable de dire ça. C'est la raison de sa douleur. Ok, la pression, c'est la raison de sa douleur. Donc on a vu que la pression, elle n'était pas forcément douloureuse. Elle peut l'être dans certains cas. Mais il a quand même été opéré de hernie. On sait même pas quelle... Et c'est la raison. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule raison à la douleur. Il n'y en a pas plusieurs. C'est la raison. Donc toujours faire attention aux personnes qui vous disent... qu'ils vont vous trouver l'origine de votre douleur, la source de votre douleur, la racine de votre... Tout ça, faut faire très attention, ok? On fait très attention. Et en fait, vous avez vu, il montre l'endroit. Alors après, ça fait très professionnel, hein. L5, S1, là c'est le nerf, ça pince, le tendon du lombiceps, il monte sur le squelette, nanana. Si on a une personne qui s'y connaît absolument pas en anatomie, on se dit... Oh, le mec, il connaît quand même, là, il connaît les vertèbres, il connaît des trucs. Alors bon, si vous êtes du domaine, c'est de la base d'anatomie. Mais pour une personne qui connaît pas, vous vous dites, ah ouais, mais il connaît son métier. Il connaît son métier. Juste rappeler d'ailleurs que les chiropracteurs en France, hein, ils sont pas reconnus comme des professionnels de santé. Hein, ok, c'est au mieux des professionnels de la santé, mais c'est pas des professionnels de santé. Et donc, on évite aussi les explications patho-anatomiques de la douleur. En fait, c'est dans les recommandations des professionnels de santé. Mais en fait, on est mauvais. On donne des explications patho-anatomiques aux patients. Donc ça, c'est problématique. Et en plus de ça, alors là, je ne l'ai pas mis là, mais j'avais mis dans d'autres trucs, je crois que c'est dans cette étude-là. En fait, c'est interprété comme de la faiblesse du corps par le patient. Quand vous vous penchez comme ça gonfle ici, ça pince... Bon, déjà, ça, c'est faux. C'est pas vrai chez tout le monde. Et on montre pas ça au patient. Il n'a pas besoin de savoir ça, le patient. Vous pouvez trouver plein de manières différentes. Par exemple, si vous voulez lui faire éviter la flexion pendant un moment, vous pouvez trouver plein de manières différentes de lui expliquer, sans sortir, et en faisant beaucoup moins peur, et que sortir ce truc-là, ok, qui est horrible, ok, où le mec à chaque fois il va se pencher, il va se dire, oh ça comprime mes nerfs, je l'ai vu, ça comprime mes... Non, ça faut arrêter. Mais bon voilà, on est mauvais élèves, donc donnez pas d'explication patho-anatomique de la douleur. Racontez une histoire rassurante à votre patient, ok. Je devrais le faire ça dans une... dans les physiopractices où en gros je vous raconterai un patient qui vient et qu'est-ce qu'on peut lui raconter comme histoire par rapport à sa douleur pour qu'il soit rassuré que son histoire elle ait du sens pour lui et qu'on lui redonne du contrôle sur cette histoire. Faut que je pense à faire ça. Et ensuite on va passer sur les... Ah oui, donc là on va rentrer dans quelque chose d'assez important aussi. Donc là, on va rentrer dans une grosse partie que j'ai pas encore abordée dans d'autres vidéos d'ailleurs, celle-là pas du tout. Alors. Okay, this one's a little shorter than this one, only by like a smidgen, and I've seen so many legs to know the difference. Now, does that bother you? Alors, est-ce que vous avez eu le temps de lire ce qu'il a dit? Alors, hop, on va juste retrouver l'endroit où on était. En fait, il a dit qu'il avait vu qu'il avait une différence de longueur des membres inférieurs, et il a dit qu'il pouvait le voir rapidement. En fait, juste en 2 phrases, il y a plein de choses qui sont problématiques. Alors, il y a la première chose qui est problématique, mais en fait, on ne sait pas, vu que c'est coupé, ça doit être coupé dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'il a expliqué, mais on ne peut pas dire à un patient, vous avez une différence de longueur au niveau des jambes, sans expliquer ce que ça...
le patient, pour lui, ça va forcément impliquer quelque chose. Il va se dire, on fait quoi? Je fais quoi? Est-ce que c'est ça la cause de ma douleur? Est-ce que... voilà, on peut pas laisser... Le patient, il vient vous voir, il a mal au dos, il peut pas repartir avec un mal de dos plus une jambe plus courte que l'autre. Vous lui rajoutez des problèmes. Ah oui, le patient, il avait mal au dos en arrivant, il repart, il a une jambe plus courte, il a des vertèbres bloquées, il a des muscles tendus, ça n'a aucun sens, ok? Ça n'a aucun sens. Autre chose. En fait, ce qu'on sait, c'est que la prévalence de l'inégalité anatomique s'est avérée être de 90% en fait au niveau des membres inférieurs. Donc c'est-à-dire en fait il n'y a que 10% des gens qui ont les jambes de la même taille. Ok. L'ampleur moyenne de l'inégalité anatomique était de 5,2 mm, donc en moyenne cette différence elle fait 5,2 mm. Et on a des différences de longueur des membres inférieurs qui vont jusqu'à 10 mm dans 60 à 95% de la population. Donc en fait, c'est quelque chose de hyper commun de pas avoir les jambes de la même longueur. Donc en fait, on peut s'en ficher totalement. En fait, on peut pas juste dire au patient balancer ça comme ça et rien lui expliquer. En vrai, est-ce que ça a vraiment un impact? Ensuite, on peut mesurer. Alors, la mesure standard, hein, c'est la radiographie, ok? On n'allonge pas le patient sur une table, on regarde deux spies comme ça, on dit « Ah ouais, bon, cette jambe-là, elle est plus courte, ça n'a aucun sens. » On a différentes méthodes. Celle-là, donc la manœuvre WB, là, elle a obtenu une validité acceptable, pas ouf non plus. PMD, donc celle-là, elle est pas valide. Et celle-là, des bons résultats de validité. Voilà. Donc en fait, c'est pas ouf en termes de validité. Et donc c'est pas du tout comme lui l'a mesuré. Hein. Là, le patient, il est sur le ventre. Il regarde vite fait comme ça et il dit ah oui, il y a une différence de longueur. Non, en fait, on n'invente pas des tests. Ok. Alors après, vous pouvez inventer un test, hein, mais si vous le validez pas scientifiquement, en fait, votre test, il sert à rien. Si vous savez ni la validité, ni la fiabilité de votre test, vous savez pas ce qu'il mesure, vous savez pas avec quelle précision il mesure, bon, au bout d'un moment, faites pas vos tests, quoi. Surtout, après, c'est pour faire peur aux patients derrière. Donc en fait, en gros, voilà, la radiographie antéro-postérieure en position debout sur toute la longueur du corps, c'est vraiment ce qu'il faut être utilisé. Là, on a une revue systématique de la validité et de la fiabilité. Et en fait, le test du bloc peut être utile pour mesurer la différence de longueur des membres suivi par l'utilisation d'appareils tels que le pelvimètre. Alors du coup, là, il disait que ça, c'était pas utile. Donc en gros, ça revient à être pas trop mal. Ok, voilà. Donc, mais voilà, le patient il est debout, on met un bloc. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qui a été montré dans la vidéo. Et donc ici en fait on sait par exemple parce que du coup le but c'est pas juste de critiquer la vidéo, on s'en fiche un petit peu hein. S'il y a un message qui doit passer, c'est faites attention à qui vous écoutez sur les réseaux, notamment quand ça parle de santé, parce que ça peut faire, comme je dis à chaque fois, hein, vous suivez un coach sportif qui vous donne des conseils pourris, bon bah au pire à la fin de l'année vous aurez pris 3 cm de tour de bras en moins que ce que vous aurez pu espérer, bon j'exagère bien. Mais en gros, vous aurez des plus petits bras que ce à quoi vous vous attendiez. Vous écoutez une personne qui donne des mauvais conseils de santé, c'est votre santé qui va être affectée. Ok ? Donc faites attention à qui vous écoutez sur les réseaux sociaux. Et en fait, dans cette étude-là, il a été démontré les sujets, ils déclaraient pas de... pas d'inconfort à une augmentation de 5 mm de la longueur de la jambe. En fait, ils ont fait des modifications avec justement des cales et des choses comme ça. Et donc, en fait, tous les sujets, ils commençaient à ressentir un inconfort à partir de 20-25 mm. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Et c'est des personnes qui sont pas nées comme ça. Hein. En fait, ils ont testé chez des personnes. C'était pour ensuite pour les prothèses de hanche, je crois, ou voilà, pour savoir vraiment à quelle précision faut être. Mais en gros, peut-être que si vous naissez même avec ça, peut-être que ça ira. Bon, ça commence à être peut-être beaucoup en termes de centimètres, mais voilà. Là, c'est des personnes, on leur a modifié artificiellement la longueur de la jambe à un instant T. Et en fait, cette différence de longueur des membres inférieurs, elle pourrait avoir un impact chez les personnes qui travaillent debout. Donc en fait, ces deux études-là, c'était fait par le même mec. Enfin, en tout cas, l'auteur principal, c'est le même. Et c'est chez des bouchers qui travaillent beaucoup en position debout toute la journée. Et donc, eux, ça peut avoir un impact, en fait, cette différence de membres inférieurs. Mais voilà. Mais en fait, comme quoi, toujours, voilà, dans la majorité des cas, on s'en fiche. Il y a peut-être un petit sous-groupe de patients chez qui on s'en fiche pas. Mais on fait pas des généralités comme ça avec tout le monde, ça n'a aucun sens. Et là, je vous ai juste mis les dessins de la validité et de la fiabilité. Je sais pas si vous. En gros, quand c'est quand c'est ni fiable ni valide, bon bah en fait votre test, vous savez pas ce qu'il fout. Là, le test, il est fiable parce qu'il mesure à chaque fois la même valeur. Vous trouvez à chaque fois la même valeur, on va dire, mais c'est pas la valeur que c'est pas la bonne valeur. Là, c'est plus ou moins valide, mais pas vraiment fiable.
et puis là ensuite c'est valide et fiable. Donc nous on veut des tests qui s'y tapent dans le mille et qui sont à chaque fois que vous mesurez, ils mesurent bien la même chose. Donc on va avancer. J'essaie d'aller assez vite sur les passages parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc là on va avancer à... Ah oui, on a quelque chose de vraiment intéressant aussi. Back, we're providing real mechanical leverage, opening space to hydrate that disc. So anatomy is what matters most when it comes down to why your pain is there. Fix the anatomy, fix the alignment, the pressure away mechanically. Voilà, donc là en fait ça nous parle de mécanique et ça nous dit que l'anatomie c'est la chose la plus importante pour comprendre l'origine de la douleur. Alors, avec les données actuelles de la littérature scientifique, absolument pas. Ok, pareil. En fait, on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi contre le consensus scientifique sans souci. Non, la douleur, vous savez, c'est à chaque fois que je vous ressors les mêmes schémas, c'est très compliqué. Il y a des facteurs effectivement biomécaniques, il y a des facteurs mécaniques, voilà, mais il y a aussi la génétique, il y a aussi des facteurs psychologiques, il y a des facteurs sociaux, il y a les comorbidités, il y a tout ça, ok? Et du coup, on va faire un test, et je voulais savoir, et ça m'intéresse de savoir votre réponse. Admettons, il y a un patient qui arrive, il a mal au dos. Après, j'explique tout ça, mais d'abord là, parce que si je vous explique tout après, je vais orienter votre choix. Je l'ai déjà orienté avec la diapo d'avant. Donc en gros, ce qu'on va faire, ce qu'on va se dire, c'est qu'il y a un patient qui vient pour des douleurs au niveau du dos, et vous avez le choix, avant de prendre le patient, entre deux pilules, ok? La première pilule, on va dire c'est la pilule rouge, vous prenez, et vous devenez un monstre en anatomie. Un monstre. Vous connaissez toutes les insertions musculaires, les orientations des fibres, tous les ligaments, les orientations des ligaments, les trajets des nerfs, tout, mais vous perdez toutes les connaissances dans le modèle biopsychosocial de la douleur. Tous les facteurs, peur évitement, catastrophisme, auto-efficacité à la douleur, tout ça, vous oubliez tout. Et de l'autre côté, vous avez la pilule bleue où vous oubliez toute l'anatomie, vous savez plus du tout les muscles, vous avez plus du tout les nerfs, vous oubliez tout, la lumière ne veut pas marcher, vous oubliez tout ça, et par contre vous devenez un monstre en modèle biopsychosocial, vous êtes capable d'identifier les facteurs, les trucs, les machins. Quelle pilule vous prenez avant de prendre en charge votre patient? Ça m'intéresse. Et ensuite on va passer à la suite. Et donc maintenant que vous avez choisi la pilule, on avance dans le PDF et après on voit si vous changez d'avis ou pas. En fait, les facteurs, comme je vous ai dit, ils sont multiples. On a vu tout ça ici, je vous ai juste mis des études et je vous les ai rappelés un petit peu. On a des facteurs génétiques, on a les comorbidités. Par exemple, on sait que le nombre de comorbidités, il va être lié à la douleur et à l'incapacité à 6 et à 12 mois chez les personnes âgées qui souffrent de lombalgie chronique. Donc plus il y a de comorbidité, plus il y aura de douleur et d'incapacité. Le tabac, il va avoir un rôle aussi. L'obésité, ça peut augmenter, le surpoids et l'obésité, ça peut augmenter le risque de lombalgie, notamment dans cette étude-là. Et ici, ça augmente le risque d'avoir des hernies, des sténoses lombaires et des choses comme ça. C'est pas forcément lié à de la douleur, mais ça peut engendrer quand même des changements anatomiques. On a les croyances, ok, ça joue un gros rôle aussi. La santé mentale, et on sait que le stress et l'anxiété, la dépression, ça peut même... voilà, c'est ça, c'est ici. Le stress et la dépression, ça peut aussi augmenter le risque d'augmentation de la douleur, d'avoir des poussées de douleur, des crises de douleur. Les facteurs socio-économiques et les facteurs mécaniques, en fait, par exemple, dans cette étude-là, ça, c'est pas ce qui... Enfin, ça, voilà, ils nous disent que les preuves, elles sont insuffisantes pour soutenir une relation causale entre la charge, donc soulever, porter, tout ça, de manipuler, et l'apparition et la persistance des lombalgies non spécifiques. Alors tout ça, j'ai pris dans cette vidéo-là que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc c'est une vidéo de quasiment 1 heure sur la lombalgie, je parle que de ça. On a les niveaux d'éducation, un faible niveau d'activité physique, un mauvais sommeil, mais en gros, tous les facteurs qu'on retrouve ici. Mais voilà, c'est important de le dire et de le savoir. Donc on va reprendre la vidéo. Donc du coup, maintenant que vous sachez ça, maintenant que vous savez ça, quelle pilule vous prenez? Est-ce que vous êtes resté sur la même pilule? Est-ce que vous avez changé de pilule? Ok. Du coup, on va reprendre. Alors, je sais plus du tout où on en était. Clac, on va avancer un peu. On arrive au bout là.
I know that. Yes. Extending is usually the most safest direction for the spine. Flexion is usually where we provide, you know, the kind of irregular stresses. Bon, la flexion apporte un stress irrégulier. Ça, c'est des phrases, je sais pas ce que ça signifie, très difficile. Parce que pareil, en fait, je dois à chaque fois prendre les affirmations et essayer d'en faire quelque chose pour pouvoir les contredire. Et des fois, c'est un peu difficile. Là, stress irrégulier, je suis désolé, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Length has changed it all. They look pretty darn good. Voilà, I et think là, du that coup, lengthen that leg really nice. et du coup, là, les jambes elles sont revenues à la longueur normale. Mais en fait, c'est pas. Vu que la fiabilité de ce qui a été fait au début et la validité, elles étaient nulles, en fait, on peut rien conclure de ça. Ok. Donc là, on va avancer un petit peu. Hop. I like it. As we get a little older, we start looking at our phones a little too much, and we've always been doing that as a young kid too. Let your shoulders drop a little more. Oh. Alors là, du coup, le lien avec le téléphone. Alors, ici, ah bah je vous ai pas mis la vidéo. Tant pis, je vous ai déjà mis pas mal de vidéos dans les autres. Mais j'ai fait une vidéo spéciale sur ça. Donc c'est celle avec Hulk en miniature. Mais en fait, en gros, il n'y a pas forcément de lien en fait entre l'utilisation de téléphone et les douleurs de cou en fait. Hein. A priori, il n'y a pas vraiment de lien. Donc ça sert à rien de dire ça. On a vu aussi la manipulation là. Ça avait pas l'air d'être très agréable. J'espère quand même qu'il a demandé le consentement du patient avant de faire sa technique. En général, votre patient, vous vous amusez pas avec, c'est pas vous, tu te mets comme ça, je te manipule, tu fais ça, je te manipule, c'est je vous propose pour que ça aille mieux qu'on fasse ça, est-ce que ça vous va? Ok, et on demande le consentement. Et le consentement, ça prend pas 1000 ans. Hein. C'est vous expliquez ce que vous voulez faire ou ce que vous pensez c'est bien faire pour le patient, et vous lui dites ça vous va. Et si vous dites oui, c'est du consentement. Ok, faut juste tout expliquer. Alors, faut que sa décision elle soit libre et éclairée. Donc, en gros, faut que vous lui disiez les effets positifs, les plus, les moins. Lui, il pèse sa balance bénéfice-risque et puis il choisit. Oui, non, je préfère faire ça, je préfère faire ça, et voilà. Alors là, du coup, ah oui, bah là, on arrive à la fin. Alors, à la fin de la vidéo de l'analyse, après, moi, j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Release. Let's try one over here, okay? Donc là, il fait des tests pour voir si c'est mieux ou pas. Yeah, it's much better than before. When I bend, I don't feel as much as before. That's beautiful. All right, so now that we've done some... Et voilà, et là, donc en fait, on va voir après comment on peut expliquer que des traitements avec des tests très limites, un traitement très limite aussi, comment ça se fait qu'on peut avoir des bons résultats avec ça et que les patients pensent que ça, c'est une bonne thérapie. Juste là, on va s'arrêter parce que la vidéo, elle dure encore un peu de temps, mais à la fin, ça devient n'importe quoi. Le mec, c'est Inspecteur Gadget, Gogo du Gadgeto, lampe laser. Après, c'est quoi? Those wavelengths range from 660 nanometers to 1064 nanometers. Voilà, So this is what we ça, have. enfin So bon, you il see utilise those tout kind of et bars n'importe going up quoi. and Là, down. Gogo Gadgeto poil à frire. So you see what it's Enfin bon, doing to your muscles. on va arrêter là. Donc, nous, on va reprendre ici. Il faut faire attention. Pourquoi un traitement il peut sembler intéressant? Alors pareil, là j'ai fait une vidéo, je voulais... Ah oui, c'est celle-là, bon je vous le dirai après. Donc les traitements éclatés mais qui marchent, comment ça se fait? Sur du court terme ou sur du long terme. Sur du long terme, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Il y a l'histoire naturelle, l'évolution du mal de dos. Un mal de dos, ça passe en général. Donc forcément, en 50% des maux de dos passent en moins de 5 jours. Donc forcément, si vous allez voir pendant cette période-là un ostéopathe, un chiro, et que vous allez mieux, vous allez mettre ça sur le dos de votre chiro. On a la régression à la moyenne. En fait, vous avez par exemple des lombalgies récurrentes ou vous avez mal au dos en ce moment. À un moment donné, la douleur, elle va augmenter. Mais par régression à la moyenne, elle va va redescendre en fait la douleur juste par effet statistique. On a l'effet placebo. Le fait de vous faire prendre en charge, ça va améliorer les douleurs. Ou les effets contextuels de manière générale. Si le mec il présente bien, voilà, il vous dit ça c'est L5S1, moi je connais, nanani, nanana. Voilà, tout ça, ça va jouer. Ensuite, on a les influences sur la santé qui coïncident avec le traitement, mais qui n'ont rien à voir avec celui-ci. Donc ça, c'est le mec qui a mal au dos depuis longtemps et qui se dit putain, en ce moment je dors mal, je mange mal, je fais pas de sport, bon bah je vais essayer de dormir mieux, manger mieux et faire un peu de sport. Forcément, il va aller mieux, mais ça, si entre temps il allait voir l'ostéo, ça n'a rien à voir avec le traitement ostéo ou chiro. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste qu'il voilà, il est allé, il a juste amélioré sa qualité de vie, et il a joué sur tout un tas d'autres facteurs.
Là, je sais plus, je vous avais mis ça, mais je sais plus pourquoi. Parce qu'il nous parlait souvent de la hernie, donc la hernie signifie pas douleur, mais ça vous le savez. Hop. Et donc, en fait, tout ça, ça peut amener à des erreurs de raisonnement qu'on appelle post-hoc ergo propter hoc. Donc, c'est à la suite de cela, donc à cause de cela, ce qui signifie en fait que parce que quand vous avez deux événements qui suivent, vous allez vous dire que le deuxième, il est arrivé à cause du premier. Mais en fait, non. Pas du tout. Voilà, la lombalgie, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la lombalgie non spécifique, en gros, l'amélioration, c'est un peu toujours la même, elle suit exactement le même schéma, peu importe le traitement, kiné, ostéo, chiro, médicaments, tout, ça évolue toujours un peu de la même manière. Ok, donc faut pas croire que la personne, elle est ultra spécifique dans ces choses-là. Pourquoi ça peut marcher aussi? Donc là, voilà, en fait, en gros, c'est juste que vous allez voir votre chiro, donc comme il a vu là, donc pas de traitement, ça se sera amélioré quand même, et avec le traitement, juste du placebo, ça s'améliore. Ok. Et donc là, voilà, vous avez l'histoire naturelle, la régression à la moyenne, l'effet placebo, avec donc tous les effets contextuels. Ok. Tout ça, c'est dans cette vidéo-là. Alors cette vidéo n'a pas eu beaucoup de succès comparé à d'autres, mais c'est une de mes meilleures vidéos, justement, pour comprendre toutes les arnaques que vous allez croiser dans le monde de la santé. Donc cette vidéo-là, je la recommande, et les personnes qui l'ont regardée, la plupart des cas, il y en a beaucoup qui me disent que c'est une de leurs vidéos préférées. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Et donc on va aussi voir, j'ai bientôt fini, mais on va aussi voir comment ça se fait que le traitement du mec, où il a fait un peu des choses, on sait pas trop ce qu'il a fait, ça peut changer, et pourquoi quand on va voir quelqu'un, on peut avoir une amélioration de la douleur juste après la séance, mais en fait ça veut pas dire que vous avez réglé le problème, ça n'a rien à voir. Déjà on a la modulation conditionnée de la douleur. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est juste que la douleur inhibe la douleur. Ok, vous avez mal à l'épaule, si on vous fait des gros points trigger au niveau de l'infraépineux, donc les points trigger, en fait en gros si on appuie sur des zones très douloureuses, très sensibles dans l'infraépineux, ça va vous faire super mal, après vous irez un peu mieux parce qu'on a modulé, il y a eu une modulation conditionnée de la douleur. Voilà. Mais aussi, la modulation conditionnée de la douleur, c'est un test sensoriel quantitatif qu'on peut utiliser au cabinet pour évaluer la fonctionnalité de ce qu'on appelle l'inhibition endogène de la douleur dans le système nerveux central. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre système nerveux central, il a des voies qui inhibent la douleur et des voies qui facilitent la douleur. Donc ça peut augmenter la douleur dans certaines régions, donc et faire par exemple de l'hyperalgésie secondaire, des choses comme ça, et ça va inhiber la douleur. Et en gros, les deux systèmes, ils marchent ensemble, et si lui il marche moins bien et que lui il marche mieux, ça peut expliquer l'augmentation de douleur, de l'hyperalgésie secondaire avec des douleurs qui s'étendent, qui s'étalent et tout ça. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par toutes ces choses-là, de système de douleur et tout ça, il y a une formation que je vous recommande. Alors le formateur, il s'appelle Anthony Alimi. Et la formation, elle s'appelle Gérer la douleur. Alors je pense que normalement, si vous tapez Gérer la douleur sur Internet, et en fait, il travaille avec plusieurs organismes de formation, donc normalement, vous tomberez dessus facilement. Et il explique, c'est vraiment une formation hyper intéressante pour tout ce qui est prise en charge des patients qui ont de la douleur, et même de la douleur chronique, et franchement, ça change. Avant, les patients avec de la douleur chronique, quand ils venaient, c'était un peu complexe et tout, et là franchement, il y a des choses complexes, mais en fait, c'est simplifié. C'est vraiment une formation à faire. Moi, franchement, c'est une des formations qui a changé ma pratique. Donc, c'est à faire. Donc, la formation, elle s'appelle Gérer la douleur. Et donc, les blessures, l'inflammation ou certaines pathologies, ça peut perturber cet équilibre. Et en fait, voilà. Et pourquoi je vous dis ça? En fait, parce que peut-être que ça peut être intéressant dans les cas de patients qui ont de la douleur chronique, de tester si ce système-là, il marche. Ok? Tester si ce système-là, il marche. Et après, ça peut vous donner une indication. Par exemple, une personne qui s'est fait opérer il y a plusieurs années de hernie discale, comme dans la suite de la vidéo. Alors, je prends cet exemple-là. Je ne sais pas ce qu'il a, j'en sais rien. Mais juste, on va prendre juste l'exemple et se dire que s'il y a un patient qui s'est fait opérer il y a longtemps d'une hernie discale et qui a encore des douleurs, peut-être que le problème, c'est pas vraiment la hernie discale. Peut-être qu'il y a d'autres choses à côté. Alors là, j'ai pas parlé des facteurs psychosociaux, mais peut-être qu'il y a une perte d'auto-efficacité à la douleur, peut-être qu'il y a de la peur évitement, peut-être qu'il y a du catastrophisme et des choses comme ça, et peut-être aussi que les voies inhibitrices de la douleur, elles marchent plus. Et donc pour ça, on peut tester. Et en fait, alors déjà, on a des études qui suggèrent qu'en fait, les syndromes douloureux chroniques, ils peuvent être dus en partie à un déficit des voies inhibitrices de la douleur, et qui pourrait se manifester soit par la perte du contrôle inhibiteur endogène, soit par un renforcement des voies facilitatrices de la douleur. Donc en gros, soit ça marche moins bien, ça marche trop bien. Ou peut-être même les deux, pourquoi pas.
Et en fait, l'inhibition descendante, elle peut représenter un mécanisme endogène qui protège contre la chronification de la douleur. Donc il faut que ça marche. Donc des fois, en fait, vous rééduquez pas une personne avec... on va dire, on va pas rééduquer... Alors c'est très mal dit ce que je veux dire, c'est très mal dit. Mais vous rééduquez pas les tissus au niveau du dos, on rééduque une personne, ok? Mais pour faire simple, peut-être que des fois, faut pas rééduquer le tissu, peut-être des fois, faut rééduquer le système nerveux, entre guillemets. Voilà. Et en fait, vous pouvez le tester, ça. Par exemple, vous prenez une zone, alors là, c'est dans cette étude, ils ont fait comme ça, mais par exemple, une personne qui vient avec des douleurs au niveau du trapèze ou cervicalgie ou quoi comme ça, vous prenez les seuils de pression à la douleur, donc en gros il faut un algomètre de pression, vous appuyez sur la zone, l'algomètre il va vous donner 2 mesures, la première ça va être le seuil d'apparition de la douleur, et le deuxième ça va être le seuil maximal de tolérance à la douleur où la personne elle va s'enlever parce que ça fait trop mal. Vous allez avoir ces 2 seuils là. Donc peut-être que chez un patient hyperalgique, allez pas jusqu'à lui flinguer, juste aller au seuil d'apparition de la douleur. Et en fait, l'appareil va vous dire quelle force vous avez mis. Ensuite, il faut appliquer un stimulus douloureux. Alors en général, c'est du froid. Donc par exemple, vous pouvez prendre des glaçons, les foutre dans une poche de glace que vous foutez, alors pas directement sur la peau, mais dans un linge. Mais il faut que ça fasse un peu mal. Après, vous pouvez faire de la modulation conditionnée de la douleur aussi, par exemple en faisant faire des squats. Et là, vous allez aussi... là, on va mettre en place l'hypoalgésie, l'analgésie induite par l'exercice. Mais en gros, ça va vous montrer est-ce que ça marche ou pas. Donc en gros, soit vous faites avec un stimulus douloureux du froid, soit vous faites faire du sport à votre patient, vous lui faites faire... il a mal au cou, bah, vous lui faites quelque chose, souffrir les cuisses à distance, donc vous lui faites faire 50 fentes de chaque côté pour bien qu'il soit cramé, vous reprenez les seuils de douleur, et normalement, si les systèmes endogènes marchent bien, le seuil de douleur il doit être plus haut. Donc admettons vous avez appliqué une force de 5 kg, ça commençait à faire mal. Je dis 5 kg au pif, hein. C'est dépendant de la personne bien évidemment. 5 kg, ça commence à faire mal. Si vous lui brûlez les cuisses et que vous retestez et que c'est à 7 kg, bah c'est que ça marche. Par contre, si ça reste à 5 kg, peut-être que ces voies inhibitrices de la douleur, elles marchent pas, et peut-être que du coup, c'est peut-être plus sur ça qu'il va falloir aller rééduquer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Donc comme je vous dis, attention aux personnes qui vous montrent des rééducations sur les réseaux, donc que ce soit les séances complètes de chiropraxie, les séances complètes d'ostéopathie, les mecs qui vous montrent 3 exos pour soigner une patho, les mecs qui vous montrent un exo pour soigner 10 pathos, toutes ces choses-là, voilà, faites attention. On va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je sais pas combien de temps, je crois qu'elle est un peu longue, et puis on se dit à la prochaine, salut.